Pour être très honnête, ça fait vraiment super longtemps que j'attends cette lentille. Je m'en sers dans 90% des tournages que je fais, et même dans mes photos. Et j'avoue que le fait que Canon en ait annoncé une nouvelle, c'est vraiment super cool. Donc aujourd'hui, je vous présente cette lentille. Et non, malheureusement, je n'ai pas la nouvelle 24-105 f2.8 qu'a annoncé Canon. Non, moi j'ai son ancienne, la 24-105 f4, qui est littéralement ma lentille préférée. Elle a traversé les âges avec moi, les tournages, peu importe ce que je lui demande, elle est super. Mais l'avis sur cette lentille est assez unanime, elle est géniale, mais f4, c'est vraiment dur. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point je m'en sers, ça, c'est lié à une chute de ski que j'ai faite dans un de mes films qui est pas encore sorti, où littéralement, en fait, je suis tombé dessus. Et inutile de vous dire que ça a vraiment fait mal. Alors oui, j'avais déjà fait une vidéo sur cette lentille, la 24-105, qui est selon moi la meilleure lentille que vous pouvez avoir. Parce qu'à 24, vous arrivez quand même à avoir quelque chose d'assez wide, mais en même temps, vous pouvez aller jusqu'à 105 mm, ce qui vous permet vraiment d'avoir une polyvalence et une rapidité pour faire vos shots qui est super pratique, en tout cas pour mon utilisation en documentaire. La plupart du temps, quand je dois choisir un boîtier, une lentille, c'est cette lentille-là qui est directement accrochée sur le boîtier. Bien que f4 soit pas la meilleure ouverture pour faire du documentaire, faut que j'admette que cette lentille, je l'adore. Je l'ai utilisée dans 11 juin, dans le petit tour de l'Est, dans Projet 4442, je m'en suis servi tout le temps. En plus, cette lentille-là est stabilisée, alors pour le coup, je dois admettre que j'ai comme aucune raison de ne pas m'en servir. Mais on n'est pas là pour parler de la version f4, on est là pour parler de la version f2.8. Alors avec un prix dépassant les 3000 $, vous pourrez vous acheter la 24-105 f2.8. Attention, à noter que cette lentille-là n'est disponible que dans la monture RF. Pas de monture EF, j'avoue que je comprends pas vraiment, même si dans un sens il y a une certaine logique. Mais je pense que pour cette lentille-là, vu à quel point tout le monde est unanime pour dire que c'est une super lentille, j'avoue qu'une option EF aurait peut-être été intéressante, surtout quand on regarde que, mis à part les derniers, la gamme R, la C70, la Red Komodo, il n'y a pas tant de boîtiers que ça qui offrent une monture RF. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment venir tirer vers le bas cette lentille-là qui, de ce que j'en vois, des tests et tout ça, a vraiment beaucoup de corrections de ce qu'offre la version à f4. On parle d'1 kg 300 g, ce qui est quand même nettement plus lourd que la 24-105, mais surtout, on double la taille. Elle est 2 fois plus grande que la 24-105. Et attention, quand on parle de taille refermée. Parce que la 24-105, quand on zoome et dézoome, elle vient s'ajuster en taille. Alors ce qui est quand même très cool avec la nouvelle version, c'est que justement, ce débattement-là n'existe plus. Tout le zoom est en interne de la lentille, ce qui explique aussi la raison de pourquoi elle est aussi longue. L'avantage de cette utilisation-là, et je pense vraiment que Canon avait beaucoup plus une idée de vidéo derrière, quand on la met sur un stabilisateur, on n'a pas à rebalancer son stabilisateur, on peut juste changer de focale, et c'est beaucoup plus rapide, sachant que cette lentille-là, encore une fois, est connue pour être une lentille super versatile. Donc je pense que Canon a vraiment essayé d'optimiser au plus possible la versatilité. Ça se dit-tu ? Enfin bref, si ça se dit pas, on va le dire pour cette fois, mais vous comprenez l'idée. Canon a vraiment voulu optimiser cette lentille-là pour avoir un usage hyper efficace. Aucune perte de temps n'est allouée. La lentille, par contre, elle est tellement plus grande qu'elle vient avec son collier. Alors attention, ce que j'ai trouvé quand même très intelligent de la part de Canon, c'est que si jamais ce collier, vous voulez le retirer, la petite patte se retire, vous laissant avec juste la monture. Ça, pour le coup, c'est quand même assez intelligent parce que la plupart des gens, les petites pattes comme ça sont assez gênantes. Ça vient souvent se mettre dans les jambes quand on veut tourner, on n'arrive pas à bien tenir la lentille ou alors on se passe la main entre les deux. Mais quand on a des gants, c'est trop gros. Vraiment, ils ont pensé à beaucoup de détails pour vraiment continuer à garder cette lentille-là comme étant une lentille super efficace. Une autre chose qui est selon moi une bonne idée, mais en même temps je suis pas certain de comprendre où est-ce que va Canon avec ça, c'est qu'on aura la possibilité de motoriser le zoom. Je suis pas certain de comprendre l'utilité, pourquoi. Le zoom motorisé est souvent très lent, et même si on peut le contrôler, je suis pas certain de l'intérêt que ça va avoir pour un grand public. Pour un usage professionnel en télévision ou autre,
pourquoi pas, mais ils ont déjà... Ce que je comprends, c'est que les chaînes de télé, en tout cas selon moi, ont déjà leurs lentilles et leur matériel, que s'ils voulaient déjà avoir des options motorisées, de mémoire, je crois qu'il y a une 18-135 qui est déjà motorisée, qui est super grosse. Peut-être que si jamais ils veulent faire un format plus compact et remettre un petit peu au goût du jour ces lentilles qui sont des standards en télé, pourquoi pas? Mais je suis pas certain de comprendre l'utilité de rendre ça aussi accessible, sachant que zoomer sur cette lentille, c'est entre guillemets, c'est normal. Moi personnellement, je trouve que Canon ont fait un bon move en sortant cette lentille-là, parce que surtout qu'elle était demandée par les utilisateurs de Canon depuis longtemps, et que d'avoir un successeur de la 24-105 f4 ne peut qu'amener du positif. Par contre, je comprends pas pourquoi une version EF n'a pas été offerte, sachant que la plateforme est là. Il y a peut-être des détails techniques que je n'ai pas, je suis pas ingénieur, je ne suis qu'un caméraman, mais je pense que des alternatives étaient possibles pour rendre cette lentille-là disponible dans la gamme EF. Le dernier ajout que je trouve pour le coup plutôt cool, mais de toutes les vidéos que j'ai pu regarder, ce n'était que des modèles de pré-production, donc il y avait certains couacs. La possibilité d'avoir une bague qui gère l'ouverture et qui est surtout pas cliquée. En vidéo, on s'en sert énormément, notamment quand on passe d'une scène en extérieur vers l'intérieur, ou l'inverse, ou d'une scène très claire à une scène très sombre. On s'en sert, on appelle ça un iris rack, et dans le fond ça permet de faire passer plus de lumière, mais de le faire avec une lentille qui n'a pas les accros qu'offre une ouverture classique, et c'est vraiment super pratique. Cependant, je suis pas certain encore une fois que ça a vraiment un intérêt, mais pour le coup cet avis-là, je pense qu'il vient du fait que personnellement je n'ai jamais eu de lentille qui me permettait de gérer l'ouverture directement sur la lentille et non sur le boîtier. Moi cette lentille, je sais que personnellement pour mon utilisation, elle viendrait cocher énormément de cases, et que combiné avec mon Canon R3, je pense vraiment que ça peut être un setup vraiment monstrueux, offrant à la fois la légèreté d'un boîtier hybride, mais en même temps avec une lentille qui me permet d'aller large et en même temps d'aller un peu plus zoomé, tout en ayant une bonne ouverture et, de ce que j'ai pu voir, un super bon piqué. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vais continuer d'utiliser la 24-105. En attendant, je vous dis, faites de bonnes vidéos, faites de bonnes photos, et à la prochaine. Ciao tout le monde.